canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. On continue d'explorer d'une part la deuxième édition de ce festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec, qui donc se déroule entre le 17 et le 28 novembre. On est le 17 novembre, d'ailleurs c'est le jour de l'ouverture de ce festival, et on continue d'autre part d'explorer aussi un événement très très important, comme son nom l'indique, c'est un événement, c'est la rétrospective de certains films de Jocelyne Sab. On en a déjà un peu parlé dans les précédentes émissions. Et là, aujourd'hui, on va se focaliser sur le gros travail de restauration des films de Jocelyne Sab, et qui est un élément important, en tout cas. Je remercie d'ailleurs Mathilde Rouxel, la directrice artistique du festival, et Géraldine Kans, l'attachée de presse, pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et pour parler de la restauration, il faut aussi parler de l'association concernant Jocelyne Sab, jocelynesab.org. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite à cliquer dessus. Et restauration, parce que cette association, et pour nous en parler, je suis très content et je les remercie pour leur disponibilité. D'abord, Manal Zakaria, qui est cinéaste et qui a fait partie aussi de la restauration, qui est aussi restaurateur de films numériques, et si je ne me trompe pas, qui a travaillé énormément sur l'image, des films de Jocelyne Sab. En dessous, vous avez Manzer El Hacham, qui a travaillé sur... je ne me trompe pas, toute la partie sonore, tout le son, excusez-moi, la partie du son au niveau des films de Jocelyne Sab. Merci à vous en tout cas d'être là. Et puis Michel Tian, qui est monteuse, qui est réalisatrice, qui je crois même a joué dans Il était une fois à Beyrouth, si je ne me trompe pas, et qui fait partie qui est membre du bureau de l'association Jocelyne Sab, et qui va nous expliquer un petit peu de manière plus globale pourquoi faire ça. Et voilà, donc à vous trois, je vous remercie encore une fois de plus pour votre disponibilité. Donc, première question qui est extrêmement simple, peut-être avec vous, Michel. Déjà, je voulais savoir un peu dans quelles conditions l'association a été créée, d'une part, et puis d'autre part, est-ce que le travail sur la restauration était une évidence, elle faisait partie de la création de cette association? Oui, en fait, l'association, juste après le décès de Jocelyne, il y a eu une sorte d'urgence de se dire il faut à tout prix qu'on fasse quelque chose autour des films de Jocelyne pour qu'ils ne disparaissent pas. Parce que Jocelyne a fait un énorme travail, elle a laissé une œuvre énorme, 44 films à peu près, si je ne me trompe pas, que ce soit au niveau du cinéma, des films de cinéma de fiction ou de documentaire. Et elle a eu un travail tellement large qui avait une importance énorme au niveau historique, au niveau cinématographique de toute une époque. Donc, on était un peu dans l'urgence, et avec Mathilde qui se plaçait et qui se place toujours en moteur de ce travail. Et très rapidement, dès qu'il y a eu les premiers hommages, il y a eu aussi cette volonté de faire une association pour préserver ce patrimoine, pour pouvoir le découvrir, en fait. Parce que finalement, nous, en tant que Libanais au Liban, on a très peu vu les films de Jocelyne, à part les derniers, parce qu'ils ont été faits pendant la guerre, parce qu'ils étaient en 16 et en 35 mm, parce que c'était des sujets qui fâchaient dans certains milieux, alors qu'aujourd'hui, on s'aperçoit de leur importance. Donc oui, depuis le départ, la restauration était au cœur de l'association, parce qu'avoir une association qui ferait juste un peu de mouvement autour de la sauvegarde de l'image de Jocelyne, ça ne sert à rien. Ce qui sert, c'est d'être le point de départ pour propager son cinéma et donner peut-être l'opportunité au cinéma libanais aussi d'avoir un lieu pour être restauré, parce que Jocelyne, c'est le départ, mais le départ qui s'arrêterait à une personne, ce serait un peu inutile. Voilà. Ça, c'est en résumé. Donc, Mathilde a rassemblé les amis de Jocelyne qu'elle connaissait, et elle nous a proposé assez rapidement, mais vraiment dans les mois qui ont suivi son décès, de fonder l'association et de commencer le travail. Voilà.
Et aujourd'hui, le projet tient la route grâce à l'énergie de Mathilde, de Jinan aussi qui co-dirige l'association, et de tous les techniciens qui sont autour, et de tant de volonté, que ce soit au niveau de l'enthousiasme, de la compétence. Et bon, bien sûr, bien entendu, on en parlera tout à l'heure, il y a plusieurs personnes qui ont aidé au financement, mais les financements sont vraiment limité. Et ce qui est important, c'est la volonté de Manal, de Munzere, de tous les autres qui ont travaillé pour faire cette restauration. D'ailleurs, et j'en suis vraiment désolé, j'ai omis aussi d'évoquer Christelle Elias qui devait participer, je crois, à cette émission et qui a beaucoup travaillé sur l'étalonnage. Voilà. Il y en a d'autres aussi, mais en tout cas, elle devait participer à cette émission et c'était. Voilà, je referme la parenthèse. Là, c'est une question pour tous les trois. Moi, j'aimerais bien connaître, je suis très curieux, votre rapport au cinéma de Jocelyne Saab. Comment vous l'avez découvert déjà d'une part, et puis qu'est-ce que ça vous dit au final, ce cinéma-là? Pour moi, Jocelyne Saab, je connais le nom, je connais la réalisatrice est là, on entend parler des films, on entend parler d'elle, mais comme a dit Michel, il n'y avait pas accès à ces films. Donc pour moi, c'était juste une cinéaste libanaise, on entend parler. Elle a filmé la guerre et certains festivals ont réussi à projeter des films, quelques courts-métrages d'elle. Mais au-delà de ça, je connais pas, je savais pas grand-chose. Et après, quand le projet de restauration a commencé, avec l'asso, j'ai eu accès en fait, à plus de films et à plus l'histoire de Jocelyne et les films. Et quand vous avez commencé à vous réapproprier certains de ces films, qu'est-ce que ça vous disait, à vous, en tout cas, ce cinéma-là? Ben, ça montrait les images qui fâchaient beaucoup de personnes. Et ça montrait des choses qu'on a cachées, qu'on a mis de côté, qu'on n'a pas évoquées pendant très longtemps. Donc ça a rendu net beaucoup de choses. Et est-ce que ça vous a fâché, vous aussi? Ah non. Non. Enfin, ça m'a fâché pour autres raisons, mais pas pour les raisons pour lesquelles les films ont été mis de côté. En fait, je pense que je parlais des autres raisons. C'était ça, plutôt. Non, c'est pas pour les autres raisons. Et est-ce que vous, Monza, vous êtes déjà d'une part, oui, comment avez-vous découvert aussi le cinéma de Jocelyne? Est-ce que comme Manel, vous ne la connaissiez pas forcément et c'est par rapport à l'association, tout ça? Ou est-ce que c'est une longue histoire plutôt? Non, tout à fait. C'est comme l'ont dit mes deux collègues, c'est que on a toujours entendu parler de Jocelyne Saab, surtout à l'école de cinéma. Pendant nos études, on entendait parler de cette cinéaste. On a surtout entendu parler d'elle le jour de sa mort. Et puis ensuite, c'est à travers ce projet-là que j'ai vraiment découvert son cinéma qui était, comme ils le disent, caché. Et je pense que ça résonne beaucoup avec juste la relation entre les Libanais et leur mémoire, le fait qu'on aime beaucoup cacher, qu'on aime beaucoup oublier les faits. Et je pense que d'être confronté avec le cinéma de Jocelyne Saab après tout ce temps-là, ça nous fait, ça nous montre en fait ce qu'on a toujours essayé de cacher, ce qu'on a toujours essayé d'oublier sur notre propre histoire, surtout avec ces images très candides. Je ne sais pas si c'est le bon terme, très crues. Et ouais, voilà. Elle est morte malheureusement en 2019 et un an avant est décédé un autre cinéaste qui se connaissait très bien, c'est Farouk Beloufa. Bon, Farouk Beloufa, c'est quoi? C'est Nahla, c'est le Liban, ça aussi. Mais ce qui est incroyable, c'est que lorsque le film Nahla a été édité chez les Mutins de Pangée, il y avait un bonus, et ce bonus, c'était le making-of du film, donc réalisé par Jocelyne Saab. Et c'était incroyable parce que une semaine après que nous avions appris la mort de Farouk Beloufa, à Alger avait été organisée une projection
dans les Ateliers Sauvages, donc l'endroit créé par notre ami Wassila Tamzali, qui d'ailleurs a participé aussi à l'une des émissions pour nous expliquer un peu qui était Jocelyne Sable. Et on avait projeté ce making-of. Et beaucoup de gens, même des personnes qui avaient été contemporains de Farouk et de Jocelyne, je pense notamment à Merza Kalouache, qui voyaient déjà Beloufa jeune. Et en fait, je me suis dit que Jocelyne Sable, c'est un peu ça peut-être son cinéma. C'est de toujours rappeler que nous connaissons le présent qui a vieilli, mais nous avons oublié, et grâce à elle, nous n'oublierons pas que ce présent a été un moment très très jeune. Et c'est donc des traces silencieuses finalement. Et j'avais cette impression que Jocelyne Sable, c'est la cinéaste des traces silencieuses. Effectivement, peut-être que le savait, ça, je ne sais pas, mais bon, on peut le deviner vu son expérience en tant que journaliste en France. Les journalistes, c'est ça leur travail, c'est de documenter et d'archiver les faits. Et je pense que effectivement, aujourd'hui, le travail de Jocelyne Sable, les films de Jocelyne Sable, non seulement ils sont de très beaux travaux artistiques qui sont visuellement très beaux, qui sont poétiques à sa manière, mais aussi ce sont des documents qui sont très importants pour reconstruire un peu l'histoire du Liban, l'histoire très sanguine du Liban, et de se réconcilier avec le passé comme il faut le faire. Mais Michel, par exemple, l'association et le travail de restauration, enfin la genèse, est-ce que c'est aussi une envie de replacer le cinéma de Jocelyne Sable, non pas à l'échelon arabe, mais à l'échelon mondial, de dire que ça existe et que ça peut avoir des résonances, pas forcément avec la géographie des cinémas arabes ou des cinémas du Proche et Moyen-Orient, mais vraiment du cinéma mondial. En fait, de dire que c'est une cinéaste, point. Certainement, certainement, parce que déjà limiter un cinéaste à sa région, c'est le réduire. Jocelyne a non seulement travaillé dans notre région, mais elle a travaillé dans le monde entier, de l'Extrême-Orient, enfin dans beaucoup de lieux. Et Jocelyne, aujourd'hui, elle reprend, de toute façon, elle a toujours eu une place internationale, donc ce n'est pas nous qui la lui donnons, mais de ressortir ces films nous permet, aujourd'hui, avec ce qui se passe à Gaza, ces films sont plus que violents. Ils disent, quand certains prétendent que tout a commencé le 7 octobre, mais quand on regarde les films de Jocelyne, mais c'est le présent qu'on est en train de voir. Donc, internationalement, les gens devraient se poser des questions, de se dire, mais pourquoi ça fait 50 ans que ça se répète? Pourquoi ça fait 75 ans que ça se répète? Ok, Jocelyne a commencé à travailler il y a 50 ans, mais ça fait cette répétition et de poser ces problèmes il y a tant d'années et de s'apercevoir aujourd'hui que le monde est encore dans le même état, un état de violence, un état d'abjection, et les mêmes histoires reprennent. Et dans le film « Il était une fois Beyrouth », Jocelyne avait écrit une phrase, je pense qu'elle avait paraphrasé à quelqu'un ou emprunté, etc. C'est « l'histoire ne se répète pas, elle bégaye ». On reprend la même chose. Et chaque fois que je vois ça, je pense à Jocelyne profondément, parce qu'elle avait un regard de journaliste d'abord sur les choses, parce que tout à l'heure vous posiez la question, donc est-ce qu'elle travaillait pour la pérennité? Je ne sais pas, elle travaillait dans l'urgence. Il ne faut pas oublier que quand Jocelyne a filmé ses premiers films au moment de la guerre civile libanaise, il y avait la guerre civile libanaise. Elle était là au milieu des combats avec des combattants, donc elle n'était pas en train de travailler pour la postérité, elle travaillait pour l'urgence. Mais l'urgence est restée dans la postérité, parce qu'il parlait d'une époque et il n'y avait pas aussi, aujourd'hui on a tous les réseaux sociaux, il y a les articles, chacun poste ses petites pensées, etc. Et donc la moindre des voix est entendue dans son petit milieu. Alors qu'avant, Jocelyne était là avec sa caméra et c'est le témoin qui a gravé quelque chose qui n'existe plus, parce que c'est passé aux infos pendant quelques secondes et puis c'est trépassé. Voilà, alors ce qu'elle a fait est d'une importance plus que nationale, bien entendu, plus qu'internationale. C'est une réflexion sur cette époque, une réflexion de fond sur une histoire qui est passée. Donc, elle n'était pas en train de réécrire quelque chose, c'était un témoin. Et un témoin nous permet aujourd'hui de réfléchir, je pense. Comment alors on préserve
comment on commence, voilà, racontez-nous un peu le travail qui a été mis pour préserver les films. Vous parliez un peu de l'économie, ça pourrait être intéressant parce que ça montre aussi, est-ce que c'est un projet qui a été énormément sensibilisé par d'autres personnes et donc comment on commence un travail de préservation? Alors, on ne sait pas par où commencer. On commence par la volonté. Et vraiment, moi, je ne remercierai jamais Mathilde pour cette énergie qu'elle a su dispenser et mettre autour d'elle pour motiver les gens. Et franchement, tout s'est fait grâce à ses volontés. C'est avec S à la fin, parce qu'il y en a eu beaucoup. Et tout a commencé par donc cette association où c'était la priorité. Et il y a eu d'abord Mathilde qui a eu une résidence au Polygone étoilé à Marseille, et qui lui a permis d'abord de répertorier. Bon, bien sûr, vous savez que Mathilde a fait tout un livre sur Jocelyne, elle a fait une thèse sur Jocelyne, donc elle a la connaissance, mais grâce à cette résidence, elle a pu répertorier tout le travail de Jocelyne, elle a pu, avec des stagiaires, digitaliser toute la matière qui était là en Betacam, en DVCam, et de façon parce que le but est vraiment de diffuser. Donc, savoir qu'on a au CNC les copies en 16 mm de beaucoup de choses ne nous avance pas beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens pour pouvoir les diffuser. Alors qu'à partir du moment où c'est digitalisé, alors à ce moment-là, le processus de restauration peut commencer. Et le processus de restauration s'est commencé dans une deuxième étape où il y a eu tout un groupe qui s'est formé et grâce à plusieurs aides de la Suisse. Maintenant, je vous donnerai les noms exactement de toutes les personnes qui ont. Il y a eu un fonds qui s'appelle excusez-moi, parce que Roberto Simetta Fund qui a donné 2 bourses pour pouvoir permettre d'organiser des ateliers. Il y a la Cinémathèque suisse, il y a un fonds suisse qui s'appelle Wertler qui a aussi donné de l'argent, qui ont permis d'organiser ces formations, qui ont permis de former des techniciens et d'apprendre. Manal pourra vous en parler, je pense, ou Munzer, etc., d'apprendre comment s'occuper de restaurer des films en leur préservant leur identité, parce que c'est très, très, très important de préserver l'identité des films. Donc, il y a plusieurs partenaires. Il y a aussi un cinéaste qui s'appelle Mahmoud Zakoubi, qui est en fait un chercheur qui est à Castres, qui est une université, je pense, en Belgique. Donc, eux, ils ont un scanner qui ont permis de scanner une partie des films. Il y a donc la FIAF, qui est la Fédération internationale des archives attendez, je ne connais pas bien, je n'ai pas tous les noms en tête. Donc, la FIAF et la Cinémathèque suisse ont beaucoup aidé. Et il y a eu les formations qui ont été faites aussi à la Cinémathèque suisse. Donc, toutes ces aides ne sont pas énormes. Mais ces aides, finalement, ont été le déclencheur et toutes les motivations et tous les jeunes qui se sont mis autour ont été le moteur, en fait. Et après, il y a un ami de Jocelyne et quelqu'un qui l'admirait beaucoup, qui est Jonathan Randall, qui a donné l'argent, qui est un mécène, qui a été mécène et qui a donné de l'argent pour pouvoir acheter le logiciel de restauration, qui est aujourd'hui l'outil de travail avec lequel travaillent toutes ces équipes. Et il y a à Beyrouth Post Office, qui est une boîte de post-production qui est aussi partenaire. Et il y a Metropolis Cinéma, qui est la cinémathèque de Beyrouth, qui est aussi d'une façon ou d'une autre intéressée au projet. Donc voilà, c'est beaucoup de personnes, beaucoup quelques institutions qui ont participé à ce grand projet
Et finalement, aujourd'hui, il y a déjà une quinzaine de films restaurés. Voilà, c'est ça, 15 films sur les 44, dont certains déjà sont montrés, vont être montrés, vont être projetés pendant le festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec. Et vous parliez, Michel, de ce rapport à comment préserver, comment conserver l'identité des films. Et là, ma question, elle va s'orienter plutôt vers Manel et Monzer. Et là, je vous pose la question au niveau de... Là, vous avez été les techniciens. Donc, Manel, comment, dans votre, dans votre par rapport à l'image, comment vous avez fait pour conserver ça, cette identité? Quand on parle d'un support, que ce soit 35, 16 ou 8 mm, faut toujours garder en tête que c'est un support chimique et avec le temps, c'est un support qui va se détériorer, qui va changer de couleur, enfin, la matière physique va se déformer, va changer de taille. Et du coup, faut toujours garder en tête et ne jamais oublier le fait que le film doit ressembler à ce qu'il était la première fois qu'il a été projeté. Faut surtout pas pardon. Faut surtout pas avoir s'impliquer artistiquement, genre changer des choses, changer le montage, modifier l'étalonnage. Faut pas donner plus parce que l'œuvre était faite, les choix étaient faits à l'époque. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on la remet à neuf, on la remet à son état initial, sans jugement, sans questionnement. C'est un boulot vraiment technique et ça doit pas dépasser la technique. Comment vous, vous en êtes sorti de ce travail sur la restauration, sur l'image? Parce que j'imagine de travailler, de questionner cette image-là, de garder l'identité. Un moment, et vous restez pendant un certain temps avec les images provenant d'une période donnée. Comment on ressort de ce travail-là? Déjà, la première fois qu'on regarde les images, il y a l'élément de choc un peu, il y a la découverte. Et c'est vraiment, vraiment, en tant que restaurateur, c'est vraiment très important de se détacher émotionnellement. Et enfin, moi, je regarde des images, je dois regarder ces images au-delà de leur contenu pour pouvoir les traiter correctement, sans jugement. Parce que là, on parle de l'œuvre de Jocelyne Saab. Je trouve qu'il n'y a pas trop à questionner parce que elle a honnêtement filmé ce qui se passait. Mais on travaille aussi sur des archives qui sont beaucoup plus durs, beaucoup plus violents et beaucoup plus questionnés aujourd'hui. Et quand on est face à des images d'archives, il faut vraiment se détacher émotionnellement, garder tous nos croyances, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on n'aime pas de côté et travailler sur une matière et pas au-delà de ça. Est-ce que j'imagine, la même configuration vous concernant Monzer, vous avez travaillé sur le son? Plus ou moins, mais en fait, Jocelyne Saab, elle n'avait pas le même rapport au son qu'elle avait à l'image. Je pense qu'on peut se constater ça en regardant ses films. C'est-à-dire que vu que ces films, en fait, la plupart de ces films, les films que j'ai restaurés, en tout cas, ont été, comme vous avez dit tout à l'heure, tournés dans l'urgence. Ce qui était important, c'est de capturer l'image. Et après, du coup, il y a eu énormément de post-synchronisation et de sons ajoutés. Et vu que le premier travail que je devais faire, c'était un travail de synchronisation, je pense que le plus grand enjeu, c'était vraiment de ne pas se perdre de ne pas de vraiment essayer de comprendre les choix que Jocelyne a fait au niveau sonore et comprendre où ces choix vont être placés dans la bande sonore vis-à-vis de l'image. Après, en ce qui concerne l'identité des films, je pense que quand on est ingénieur du son et qu'on fait du mixage,
on a toujours tendance à chercher les défauts et à les rectifier, mais c'est vraiment quelque chose, c'est un réflexe duquel on doit se débarrasser quand on fait de la restauration sonore, parce que le plus important, c'est de préserver le support initial. Et donc, il faut vraiment, je pense que le fait que j'ai travaillé sur la totalité des films, ça m'a donné une idée beaucoup plus développée de comment Jocelyne Sarabe réfléchissait au son. Et du coup, quand on revient travailler la synchronisation, mais aussi la restauration sur les films, on arrive à comprendre en fait pourquoi ces sons sont là. Est-ce que c'est un défaut d'enregistrement? Est-ce que c'est un défaut qui s'est rajouté avec l'âge? Oui, c'est ça, c'était d'arriver à différencier entre ces différents éléments et conserver ce qu'il fallait conserver et restaurer ce qu'il fallait restaurer. C'était quoi en fait ce rapport que vous évoquiez dès le début, à savoir la grosse différence dans sa manière de travailler l'image et le son? C'était quoi finalement au bout de ces... Et bah, il y a beaucoup de moments, surtout dans les scènes surtout dans les plans qui sont tournés en pleine action, ou alors dans des endroits où, enfin, dangereux, c'est pas le bon terme, mais vous voyez, dans les scènes de guerre, puisque le son n'a peut-être pas eu été capturé. Pardon, ma phrase est mal tournée. Mais puisqu'on a peut-être, compris, hein. Je oui, crois on n'a qu'on- peut-être pas pu capturer le son sur place. Il fallait quand même. Euh, Jocelyne décidait de ne pas garder l'image sans son, mais de plutôt prendre du son qui a été capté ailleurs et le rajouter sur la scène. Mhm. Et même si le son lui-même n'est pas synchronisé à l'image, il renvoie quand même une certaine émotion, une certaine ambiance qui correspond aux images qu'on voit. Et du coup, ça fait un contrepoint avec l'image qui est quand même intéressant, qui raconte une histoire qui aide à complémenter l'image pour vraiment nous raconter l'histoire de cette scène-là. Une forme d'instantanéité, quoi. Entre... Moi, j'ai toujours perçu ça dans certains films que j'ai pu voir, pas dans les fictions, j'entends les documentaires que j'ai pu Oui, voir de... Il y a comme ça une forme d'instantanéité du présent, c'est ce que disait aussi Belloufa ou des gens comme ça. J'ai l'impression qu'on est en train de découvrir quelque chose au moment même où le film se fait. Enfin, c'est très bizarre comme absolument. sensation. Il y a de cela. Est-ce que, comme dit Manzer, Manel, est-ce que, après avoir travaillé sur la restauration au niveau de l'image, est-ce que vous aussi, vous avez vu un peu qu'il y avait un travail sur les documentaires particulièrement? Est-ce que vous avez vu une grosse différence entre le son et l'image, ou alors vous avez vu un peu quel était comment on dit, le style de Jocelyne Sab? Enfin, si on va parler de style, faut déjà pas oublier qu'à la base, Jocelyne est journaliste. Donc, je pense que elle va voir les choses, elle va filmer les choses dans un regard de journaliste au tout début. Surtout les scènes d'action, les scènes de guerre, les scènes de bataille, quand elle voit par exemple des enfants, enfin, peu importe les moments où on peut pas reproduire et les moments qui sont pas des interviews, ça, je pense que c'est filmé vraiment d'un point de vue de journaliste. Et après, en parlant des interviews, par exemple, on peut, ça j'ai trouvé assez drôle comment elle cadrait certains politiciens, certains mafieux, comment elle posait sa caméra, la grandeur des plans, la hauteur de la caméra par rapport à leur regard et tout ça. Enfin, elle avait quelque chose à... Ah, vous avez été censuré, faites attention. Ouais, j'ai l'impression que je suis assez censuré là. Ça s'est arrêté quand? Je disais quoi? En fait, ça s'est pas vraiment arrêté parce que, C'est bon. je sais pas, c'était bizarre, il y avait quand même une fluidité. Vous avez Ok, vaincu la censure, c'est bien. ok. Donc Vous parliez de la manière qu'elle a de cadrer les ouais, mafieux. ouais, ouais. Voilà, c'est ça. On peut vraiment voir que, enfin, on comprend son point de vue, on comprend enfin, ouais, on comprend
sa position par rapport à la personne en face d'elle, pas par la manière dont elle le filme et elle le cadre. Et le produit final, comment ça devient, enfin, la petite poésie de Jocelyne et le produit final, je trouve, c'est vraiment un travail de montage. Mais pendant le tournage, c'est assez, je trouve, c'est assez, c'est quoi le mot? C'est assez honnête, c'est assez rapide. Faut garder ça, faut préserver ce moment, faut l'éternaliser un peu et au montage, on lui donne plus de sens, on lui donne plus de poésie, on lui donne plus de charme peut-être. Mmh. Avant de finir l'émission avec vous, Michel, je voudrais poser une dernière question à Manel et Monza. Est-ce qu'il y a eu un film où ça a été très compliqué dans la restauration, ou alors tous les films avaient leur lot de difficultés? Il y a pas mal de films qui ont été beaucoup moins compliqués que d'autres, c'est-à-dire les films où on avait un support, une bande-son magnétique. Le travail était relativement simple. Par contre, il y avait 2 films où la version française, du coup la version originale du film, on l'avait qu'en optique négatif. Et Ah, pour le et donc ça voudrait dire quoi? Excusez-moi, parce que là, je vois aucun pas très souci. bien. En fait, C'est la bande sonore, vous savez, à une époque, la bande sonore, la bande son était collée, était sur le film lui-même. Ah oui, d'accord, OK, d'accord. Et en fait, au moment de la projection, elle est convertie en positif, du coup, et, elle est plus lisible. Quand le son est négatif, déjà, il n'y a pas beaucoup de machines qui sont capables, qui ont la capacité de scanner un son négatif, optique. Euh, et du coup, la numérisation est passée par plusieurs étapes pour pouvoir obtenir un résultat qui est satisfaisant pour ces films-là. Et même après avoir obtenu un support numérique qui est euh, correct, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pour ces 2 films-là, je parle notamment de Beyrouth Jamais Plus et Lettres de Beyrouth, je crois. Mmh. Euh, il y avait dans le son lui-même, il y avait des fréquences qui n'existaient plus au-delà d'une certaine fréquence. Je pense que c'était à peu près 10 kHz. Ce qui veut dire que les films n'avaient pas de haute fréquence. Et, euh, et l'enjeu, en fait, ce qui était assez drôle dans le travail, je suis désolé, je rentre un peu trop dans la technique, Mais c'est mais intéressant, c'est ce intéressant. qui était intéressant dans la restauration de ces films-là, c'est que il fallait enlever un maximum de bruit, de fond, sans détériorer le son lui-même, le son original. Mais je me suis très vite rendu compte qu'en fait, le bruit de fond, il, il compensait un peu, il aidait à compenser ce manque dans les hautes fréquences. D'accord. Ce qui faisait que le film, quand on l'entendait, quand on enlevait le bruit de fond au max, et ben, on avait l'impression que ça sortait d'une canette un peu, que c'est camouflé, la voix est camouflée. Et du coup, fallait quand même, j'ai trouvé ça très intéressant de travailler avec cet export-là, parce que j'ai trouvé que quand même, il fallait pas non plus trop pousser la restauration, il fallait garder un tout petit peu de bruit, un tout petit peu de grain dans le son, si vous voulez, pour que à l'écoute, ça soit plus, euh, moins dérangeant. Et, euh, et ça, ces 2 films-là ont pris énormément de travail, mais au final, quand j'ai vu le premier, quand j'ai vu Beyrouth Jamais Plus diffusé à Beaubourg, au centre Pompidou, j'étais assez, euh, j'étais content en fait du résultat final. Donc voilà. Est-ce que pour vous, Manel, aussi, il y a eu, comme disait Monza, peut-être sur un ou deux films, où
ou alors Sur les documentaires, vu les conditions de tournage, on avait à peu près les mêmes difficultés, on avait les mêmes défauts parce que tourner sur pellicule, c'est assez délicat, c'est assez fragile. Donc, il faut vraiment, en changeant les bobines, bien les cacher, bien les garder, bien les entretenir. Mais les conditions du pays à l'époque ne permettaient pas d'accorder cette délicatesse envers les pellicules. Donc, elles étaient pas mal abîmées. Mais comme a dit Monzer, c'est comme ça, c'était l'époque, c'était les conditions. Donc, moi, je pouvais pas aller plus dans la resto. Techniquement, on pouvait tous aller beaucoup plus dans la restauration de l'image, mais dans ce cas, si on allait plus dans la correction, on respecte moins la vérité et les conditions de tournage et les conditions de l'époque. Donc, on s'est arrêté à un certain... Enfin, on a gardé certains défauts, on a gardé certaines instabilités, certaines choses parce que c'était comme ça. C'était pendant une guerre, c'était caméra portée, c'était comme ça. Alors je rappelle, hein, c'est une émission sur le travail de restauration des films de Jocelyne Sapp. Il y a quelques films qui font partie d'une rétro qui seront projetés dans le cadre de la 12e édition du Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec au cinéma Le Trianon, c'est entre le 17 et le 28 novembre. J'ai deux dernières questions à vous poser, Michel, dont je rappelle que vous faites partie, en plus d'être monteuse et cinéaste, vous avez fait partie vous êtes membre du bureau de l'association Jocelyne Sapp. J'ai deux questions. Combien de temps a duré la restauration pour les 11 films que vous évoquiez? Et puis surtout, la deuxième question, j'ai cru comprendre qu'il va y avoir un travail d'édition DVD Blu-ray. Est-ce que vous aviez peut-être des informations là-dessus au niveau d'une date? Oui, alors je commence par vous répondre, c'est prévu pour la fin de l'année. D'après ce que j'ai compris, c'est autour du 5 décembre le lancement du DVD Blu-ray. Et combien de temps ça a pris toute cette restauration? Le projet, comme je vous ai dit, a été lancé en 2019. Mais à partir de 2020, ça a été très important de former les techniciens. Et le plus important, c'était de prendre des techniciens du Liban, pour les impliquer et qu'une partie du travail se fasse au Liban. Donc, il y a eu une première résidence à Casques où ils ont fait les inventaires, comme je vous ai dit, des films et les scans 16 mm. Et après, il y a eu, grâce au soutien de la FIAF, donc, qui est la Fédération internationale des archives du film, et l'Institut national de l'audiovisuel et de la cinémathèque suisse, grâce à ces trois entités, il y a eu aussi des workshops qui ont été organisés, et le Polygone étoilé à Marseille aussi a parrainé des workshops pour apprendre la restauration. Donc, les équipes ont été formées, et pendant que les équipes étaient formées, les restaurations des films se faisaient. Donc, je peux dire, je pense que depuis plus ou moins 2021, le travail est en cours réellement. Et effectivement, le DVD va être et le Blu-ray va être édité, enfin lancé en décembre de cette année, si tout se passe bien, bien entendu. Et ce seront les 11 films qui ont déjà été restaurés, c'est bien ça? Il me semble que c'est les 11 films. Je n'ai pas le renseignement, je ne sais pas combien de films exactement. Peut-être que Manal sait mieux que moi à ce niveau-là. Ce que je voulais dire, donc il y a à Beyrouth, il y a une partie du travail se fait avec Post Office. Il y a aussi l'étalonneuse Christelle, je dis son nom de famille. Elias, voilà, qui a beaucoup travaillé. Donc, il y a aussi un projet peut-être de mettre une formation avec une université au Liban, l'IESAV, qui est une université d'audiovisuel en partenariat avec Post Office et en partenariat avec Metropolis Cinéma peut-être. Donc, il y a beaucoup de projets autour de ça. Le projet de la Fondation des Amis de Jocelyne Sapp, de l'association, c'est vraiment pas que de se limiter
aux films de Jocelyne. C'est pour ça que je reprends ça. Les films de Jocelyne, c'est très important parce qu'ils parlent d'une époque, qu'il y a il y a des fictions, on a beaucoup parlé des premiers films de Jocelyne parce que c'est de ça qu'il s'agit au niveau de la restauration, mais son œuvre, elle est gigantesque. Et grâce à ça, tous ces techniciens qui sont formés vont pouvoir préserver le reste du patrimoine cinématographique du Liban et de la région. Parce qu'ils ont une importance fondamentale dans la lecture de notre région, dans la lecture de tout ce qui se passe aujourd'hui. Effectivement, c'est fondamental. Merci beaucoup, Michel Tian, Manal Zakaria et Manzer El Hachem d'avoir pris le temps de revenir sur ce travail important et fondamental de restauration de l'ensemble de la filmographie de Jocelyne Saab. Je rappelle, oui, je vous en prie. Oui, je veux juste rajouter une chose, c'est qu'il y a aussi chez Jocelyne une quantité d'archives papier énorme qui a été digitalisée, préservée et qui va être mise à la disposition de certaines institutions culturelles, en plus du fait qu'elle va être mise à la disposition du CNC. Et ça aussi, c'est très précieux. Donc, c'était juste un petit renseignement en plus. Vous avez raison, parce qu'on oublie aussi, j'en profite pour dire qu'il y a un travail, il y a des travaux photographiques de la part de Jocelyne qui est aussi, voilà, elle a questionné pas mal de gestes, il y a beaucoup de gestes artistiques, on va dire, chez elle, voilà, donc ça montre que c'est une artiste complète. Merci à vous trois, en tout cas, d'avoir pris le temps. Dans le descriptif de cette vidéo, vous avez un lien qui renvoie directement au site de l'association de Jocelyne Saab, jocelynesaab.org, et puis, bien évidemment, le lien pour aller pour connaître le programme du Festival du film franco-arabe de Noisy Sec, et en particulier la particularité, la rétrospective Jocelyne Saab. Merci encore une fois de plus à vous trois d'avoir été présents, Michel Tian, Manal Zakaria et Manzer El Hachem. Merci à vous, et puis à très vite. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et générique. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.